content de voir cet amphi presque plein ce soir. Donc merci à tous d'être là. Merci à Mathieu Mercuriali de nous faire cette belle présentation qui va avoir lieu. Alors, certains connaissent bien Mathieu Mercuriali, qui est enseignant à l'école, mais malgré tout, je rappelle que il est arrivé à la rentrée 2020, donc il avance masqué depuis 1 an et demi. De 2 ans, même. Donc voilà. Donc vous ne le connaissez peut-être pas plus que ça. Voilà. Donc en tout cas, Mathieu Mercuriali, je trouve, est un très bel exemple pour moi finalement de quelqu'un qui réunit beaucoup de casquettes, puisque praticien, enseignant et chercheur, donc titulaire d'un doctorat. Donc voilà. Donc tout ça nous promet une belle présentation. Alors le titre, oui, j'ai toujours eu du mal à l'apprendre par cœur. Il est assez compliqué, mais il est compliqué, intriguant et très prometteur. Donc je n'en dirai pas plus. Je suis moi-même extrêmement curieux de voir ce dont on peut parler quand on parle de la machine au vivant. Enfin, j'ai une vague idée qu'on va certainement parler de paysage, d'urbanité, de ruralité, de reconstruction, de tout un tas de choses, mais enfin je vais laisser Mathieu vous présenter et nous faire découvrir ce qu'il souhaite nous raconter. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter ce soir et je remercie l'école de m'avoir invité à présenter cette conférence qui finalement va présenter un certain nombre de travaux, à la fois des travaux dans ma pratique en agence, des travaux de recherche, mais également des travaux d'étudiants qui finalement lient la question de l'enseignement, de la recherche et de la pratique. Alors je vais commencer par cette citation de Théophile Gautier. « L'écorce terrestre n'est qu'une superposition de tombeaux et de ruines. Tout homme qui fait un pas foule la cendre de ses pères. Tout édifice qui s'élève a dans ses substitutions les pierres d'un édifice démoli, et le présent, quoi qu'il en est, marche sur le passé. » Je trouve que cette citation est vraiment intéressante par rapport à notre métier d'architecte, d'urbaniste ou même de paysagiste. C'est que finalement, on travaille sur un certain nombre de ruines, un certain nombre d'œuvres déjà construites. Ça peut être aussi imagé finalement, et on se projette bien sûr dans le futur parce qu'on fait des projets d'architecture, donc on se projette, mais en référence au passé, mais on est bien présent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la conférence « Comment reconstruire le monde du vivant sur les ruines de la modernité ?» La question du vivant, c'est aujourd'hui, nous, dans cette société, avec les crises qu'on traverse, les crises physiques, les crises sanitaires, économiques, sociales, et comment le monde du vivant, qui est questionné, on le voit c'est un fait de société, on le voit dans tous les médias, sur cette question de la modernité qui nous a projetés dans ces différentes crises qu'on peut traverser aujourd'hui et qui remontent finalement à toute cette accélération du monde depuis les années 60. Pour poser cette question, je vais prendre un médiateur tout à travers la conférence, qui est le cheval. Le cheval là c'est une planche de la Guérinière, donc c'était un grand écuyer du roi qui avait fait tout un traité sur le cheval, et le cheval comme médiateur entre finalement la nature et l'homme, puisque c'est un animal qui a été domestiqué, dressé à l'image de l'homme et qui lui a rendu un certain nombre de services, que ce soit dans le travail, dans la guerre ou même pour aujourd'hui la question du loisir. Donc c'est le cheval qui va parcourir cette conférence et qui va nous mettre en relation finalement entre notre monde d'humain et le monde des écosystèmes dans lequel on vit. La première référence, je trouvais vraiment intéressante, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce film de David Miller de 1962, Seuls les indomptés, où Jack Byrne, donc interprété par Kirk Douglas, est un cow-boy en fait, qui va traverser le désert, qui va essayer de traverser aussi la frontière, et qui se pose la question de la liberté et finalement de la transformation de notre écosystème avec un certain nombre de barrières, de frontières pour l'exploitation des sols, pour la domestication et l'élevage des vaches, par exemple ici. Et lui va s'affranchir de ses limites dans le film, on voit, là c'est la première scène du film, où il va découper les barbelés pour s'affranchir de cette finalement emprise et enfermement dans une société moderne. Et c'est cette confrontation dans les années 60, à l'arrivée de cette modernité, on le voit qu'il doit traverser une voie à quatre voies, c'est pas tout à fait une autoroute, mais une voie rapide à 4 voies, où
finalement, avec son cheval, il n'arrive pas à se confronter à cette modernité représentée par la voiture, par les camions, et par cette transformation du monde qu'il pressent et qu'il n'arrive pas finalement à accepter, ou en tous les cas qu'il refuse en tous les cas à y être intégré. Et à travers ce film, je trouve intéressant, c'est se pose aujourd'hui cette question, non pas un retour à la nature, mais on pose beaucoup cette question de la nature. Finalement, c'était déjà posé dans les années 60 avec cette accélération du monde, avec ces grandes infrastructures qui ont été développées, que ce soit les autoroutes, j'en parlerai plus tard, ou les aéroports. Alors je l'ai séquencé en 4 temps, la conférence, en 4 temps avec 4 grandes notions que j'ai voulu vraiment remettre en question par rapport à cette question du vivant, en relation avec la question de l'architecture. La première double notion, c'est la question de sédentarité et de nomadisme. L'architecture comme objet statique, on construit des objets statiques, physiques, qui restent en un point donné. Bon, ils peuvent être démontés, transformés. Il y en a certains, comme les tentes, qui peuvent aussi être déplacés, mais principalement l'architecture, c'est des objets statiques. Et l'animal, qui représente finalement le vivant et le mouvement, et un certain nomadisme, en fait. Et on est sur cette question aussi de mobilité aujourd'hui, on bouge beaucoup, et finalement, ces deux notions qui s'opposent, finalement, ont toujours été alliées dans l'architecture. Et j'aime beaucoup cette citation de Bernadette Lisset, qui est une chercheure au Muséum d'histoire naturelle, au CNRS, qui a passé sa vie à étudier le cheval, et surtout le cheval de travail dans la vie quotidienne. Et elle écrit cette phrase qui m'avait vraiment marqué, c'est « Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les chevaux ne possèdent pas de territoire. Si le mâle repousse énergiquement loin de sa famille le congénère adulte de même sexe, il n'associe pas ses actes à la défense d'un espace géographique déterminé. C'est la famille qu'il protège et non les lieux où elle évolue. » Et cette phrase, je trouve qu'elle a une certaine résonance, c'est qu'aujourd'hui, on est ancré, nous, sédentaires, dans un territoire, alors que le cheval, lui, il n'est que sur la question des actes sociaux. Donc ça doit aussi nous mettre en question aujourd'hui, par rapport même à la question du numérique, de l'Internet, où est-ce qu'on vit, dans quel espace on vit, et finalement, quelles sont les valeurs de la société actuelle. Et l'homme a domestiqué le cheval. Jusqu'à outrance même, ça c'est un entrepôt au 19e siècle, l'entrepôt Mozart à Paris, où c'était des écuries en double étage, donc une domestication à outrance, où finalement on a mis le cheval dans le monde de l'humain, dans la déconstruction humaine, alors que le cheval, lui, normalement doit vivre et doit se déplacer 15 heures par jour dans la nature. Et finalement, je me suis posé peut-être la première fois la question de l'animal, à travers un projet que j'ai dirigé dans l'agence de Patrick Berger et Jacques Anzouti pendant 9 ans, de 2007 à 2016, qui est la Canopée des Halles à Paris. Ça, c'est la couverture et la 4e de couverture du livre qui a été publié après pour une exposition sur l'œuvre de Patrick Berger à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où finalement on s'est posé la question de l'animal en architecture. Pas forcément l'animal dans la ville, pas forcément l'animal en tant qu'être, mais plutôt l'animal en représentation architecturale. Le projet de la canopée, donc, on l'a pensé en 2007 lors du concours international. On se trouve au milieu donc au cœur de Paris, sur l'emplacement des anciennes halles, justement, où on vendait des végétaux, des animaux, des denrées mortes pour vivre finalement, et se pose la question de la transformation du site par rapport justement à cette nature qui a été projetée dans les halles. Et on s'est posé la question du bâtiment non pas en tant que forme, mais en tant que résolution des flux du site, parce que le bâtiment, il est construit, là ça c'est une photographie de la maquette qui avait été exposée, sur 500 mètres en fait de long de gare souterraine, gare RER, gare de métro qui va jusqu'à la Seine, et finalement c'est le haut d'iceberg, et cette canopée c'est finalement une porte de Paris. Et donc l'idée c'était de trouver une forme qui puisse répondre à l'ensemble des flux et du mouvement. Justement, on parlait de sédentarisme et de mobilité, de nomadisme, où là, finalement, on est sur des flux continus de personnes qui viennent de la banlieue, de très loin, depuis les aéroports, et ils arrivent à Paris par le cœur, non plus par les portes de Paris, mais par une porte centrale. Et l'idée, c'était de faire converger l'ensemble de ces personnes et les mettre en résonance avec le jardin et avec les éléments naturels. Accepter que ce soit un grand toit, un abri dans le jardin, que l'air puisse rentrer, protégé de l'eau. Et c'est cette forme qui est arrivée assez rapidement, finalement, pendant la conception, très fluide,
comme une forme à l'équilibre par rapport aux contraintes du site, puisqu'on est sur une surélévation de 5 niveaux de sous-sol, puisqu'il y a la gare et également des niveaux de commerce et d'activité. Et finalement, cette forme est arrivée avec cette résolution de l'ensemble des contraintes que je vous ai dit. Et on a vu de 2007 à 2013 un nombre incroyable en fait dans différentes revues de noms en fait qui sont apparus. Pour nous, c'était une forme, oui, certainement organique, mais on l'associait pas forcément à un végétal ou un animal, mais on a eu des formes comme une coccinelle, une conque, une raie manta, une coque de verre, un abri de jardin, une palme, une limande, une feuille de tilleul. Bon, un certain nombre voilà, je ne vais pas tous les citer, mais donc ça nous a projeté finalement dans une réflexion sur ce qu'était peut-être la construction, la fabrication ou la refabrication d'un être vivant. Et cet être vivant, il a un squelette, c'était un squelette assez gigantesque, parce que c'était l'espace central est couvert par un ensemble de 16 ventelles qui ont une portée de 100 mètres sur 100 mètres. Dans un héritage, vous passez sur la question des ruines, dans un héritage de la Bourse du Commerce, qui était un des plus premiers édifices à grande portée en métal, puisque à l'époque, à l'origine, c'était une construction en bois qui a brûlé et qui a été retransformée en métal, et c'est une des plus premières coupoles en métal à Paris. Et bien sûr avec l'héritage du centre Georges Pompidou, Beaubourg, qu'on peut voir au fond. Et on a commencé, même pendant le travail, à disséquer cet animal avec les feuilles, les structures primaires, structures secondaires, comme une grande planche en fait d'anatomie, qui nous a permis aussi de régler le tout et les parties, puisque c'est un projet tellement complexe qui à la fois par rapport au jeu d'acteurs, par rapport au système constructif, par rapport même à la couleur, par rapport aux différents éléments finalement de construction, que on avait fait ces grandes planches qui nous permettaient d'avoir une vision globale et synthétique sur le projet, jusqu'à finalement à la réalisation, où c'était finalement un grand mécano, comme si on reconstituait un dinosaure ou un animal ancien, avec tous ces éléments posé sur le platelage, avec une marche en avant, c'est assez complexe à mettre en œuvre, cette grande portée, pour finalement arriver à un objet qui entre un bâtiment, abri et infrastructure, puisqu'on est sur quand même une grande portée. Et pour cela, on a vraiment travaillé en maquette. C'était l'idée aussi d'explorer par la maquette ces différentes formes, jusqu'à cette forme animale. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tous les cas, avec une recherche plastique finalement hors d'échelle jusqu'à sa réalisation. Donc ça nous pose cette première question de quelle esthétique on peut avoir pour cette architecture. On peut reposer aujourd'hui. C'est un projet qui a été conçu il y a plus de 10 ans, il y a maintenant presque 14 ans. Donc aussi se poser cette question de la durabilité d'un projet. À l'époque, la durabilité, c'était vraiment ici, c'est de consommer le minimum de matière, et minimum de matière avec finalement aussi le besoin d'une recherche aussi formelle pour créer un monument, une porte au cœur de Paris. Deuxième thématique, c'est la thématique frontières et limites. Toujours en liaison sur cette question entre l'espace animal, l'espace végétal, les écosystèmes, et l'espace humain qu'on s'est créé avec les infrastructures, avec l'architecture et avec un aménagement finalement du sol, des espaces géographiques. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'un partage commun? Et j'ai commencé à réfléchir sur cette question-là, non pas en étudiant l'animal, mais en étudiant finalement les infrastructures de mobilité qui ont découpé le paysage et qui ont transformé profondément et de façon peut-être irrémédiable l'ensemble de la Terre. Et pour poser cette question, c'est plutôt en termes de frontières et limites, avec deux définitions que je trouve vraiment intéressantes. Déjà la clôture qui sépare l'espace finalement naturel de l'espace artificiel. Et j'ai repris les définitions du Larousse qui positionne la frontière et la clôture du point de vue de l'être humain. Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain, mur, haie, grillage, palissade, mais on pourrait le transformer cette définition qui est aussi la clôture qui permet de domestiquer et d'enfermer soit des végétaux ou des animaux. Pareil, la frontière, elle est bien sûr à la limite du territoire d'un État, avec ses compétences territoriales, mais c'est aussi des frontières naturelles. Donc c'est à la fois la création de frontières artificielles, on a pu le voir avec les clôtures dans le film Seuls les indomptés, mais c'est aussi des obstacles géographiques.
Si je reviens au cheval, ici c'est une planche sur l'organisation des haras au XVIIIe siècle, pardon, où finalement on organise un territoire, le territoire du cheval, dans des petits prés ou des paddocks, avec l'écurie, l'organisation sociale aussi privilégiée, des accès, et finalement on va domestiquer la nature de façon géométrique. On le verra plus tard aussi dans d'autres exemples, où finalement l'homme va totalement domestiquer la nature et va l'organiser à sa façon. Et c'est cette question que je me suis posée à travers ma thèse de doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui s'intitule donc Concevoir à grande échelle, modèle d'interface de mobilité et stratégie de transformation urbaine. Cette thèse publiée en 2018 aux éditions B42 pose la question de cette échelle intermédiaire des infrastructures qui relie finalement le territoire à l'architecture et de savoir finalement l'homme comment il a pu transformer à l'échelle de la Terre l'ensemble finalement de notre condition de vie. Et je m'étais intéressé à ce livre donc, de Marie Neurath, qui était l'épouse d'Otto Neurath, qui avait créé un certain nombre d'idéogrammes sous la forme d'isotypes. Et ça, c'est un livre pour enfants qui présente tous les grands projets des hommes. Et on peut s'apercevoir qu'à toute époque, depuis l'Antiquité, les hommes ont voulu construire des grandes choses, des grands projets, des pyramides jusqu'au gratte-ciel en passant par toutes les grandes infrastructures, les barrages. Et ces grands projets, j'ai essayé de les identifier à travers et finalement j'ai trouvé tous les programmes, que ce soit les programmes de loisirs, les programmes liés à l'énergie avec les barrages, les programmes liés au pouvoir, on voit la cité interdite ici, les logements, la Karl Marx Allée, les centres commerciaux, les espaces de culte, les espaces commerciaux, les espaces même de sport. Et finalement, à chaque époque, les hommes ont construit des grands objets. Et je m'étais interrogé aussi avec cette image qui m'avait aussi fasciné. C'est des employés d'une société de distribution électrique dans la ville de Cambridge, aux États-Unis, qui dessinent en fait les infrastructures électriques dans la ville sur un plan qui est plus grand qu'eux-mêmes en fait. Et c'est tellement grand qu'ils sont, en tout cas pour rentrer dans le détail, ils sont obligés de dessiner à une grande échelle le projet de transformation des lignes électriques et finalement se pose la question jusqu'où l'homme peut dessiner à grande échelle. Et je l'ai posé dans ces conditions où finalement je me suis intéressé à trois notions. L'objet, c'est-à-dire l'objet architectural ou infrastructurel. Dans quel milieu finalement métropolitain ou même territorial, et dans quel processus? Et c'est la question de la temporalité qui m'a beaucoup intéressé finalement. C'est la durabilité, ou en tout cas la durée de ces grandes infrastructures qui sont apparues, pour la plupart, que ce soit le métro, le train, les avions, les autoroutes, de façon extrêmement récente. On est sur une notion de temps qui est de l'ordre de 200 ans, grand maximum. Donc c'est aussi intéressant, c'est cette accélération du temps à travers ces dernières années. J'avais 4 études de cas, pas forcément des infrastructures en elles-mêmes, mais plutôt un peu des ersatz, ou en tout cas des éléments qui montrent en fait l'évolution de ces infrastructures. Ici, on voit le bâtiment de la Samaritaine, donc à Paris, au bord de la Seine, qui a évolué avec l'arrivée des différentes lignes de métro. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, le hub, ou en tout cas l'infrastructure de mobilité, c'était l'espace commercial avec ces lignes de métro qui arrivaient et le magasin qui s'étendait en fonction de cela. Et même la chute en fait de la Samaritaine jusqu'à sa renaissance récemment, avec l'évolution du quartier, avec l'arrivée de la disparition des halles, avec l'arrivée de la gare Châtelet-Les-Halles, la transformation de la canopée, et puis avec l'arrivée de la Bourse du Commerce et l'ensemble de transformation de ce quartier en un quartier qui est aujourd'hui au cœur de Paris, c'est énormément embourgeoisé, alors qu'avant il n'était pas du tout comme ça. Donc c'est intéressant aussi de voir l'évolution finalement par rapport à cette mobilité. La gare Montparnasse, elle est pour moi l'exemple le plus frappant où finalement on va détruire une gare pour faire une opération immobilière. On a reculé la gare. La gare se trouvait ici. On a reculé pour pouvoir construire une tour et rentabiliser. Donc ça, c'est vraiment une espèce de rupture dans les années 60 où là, on a une accélération extrêmement massive
de l'industrialisation et de l'infrastructuralisation du territoire. L'entrepôt McDonald's est un autre exemple intéressant. C'est un entrepôt qui faisait le transbordage entre le boulevard périphérique, les voies de Gare de l'Est, des marchandises. Et c'est pas le bâtiment qui était obsolète, mais c'est sa position. C'est-à-dire le recul, en fait, l'augmentation de la ville sur l'espace naturel. Et donc, du coup, c'est pas l'obsolescence du bâtiment, mais l'obsolescence de sa position. Et ça, c'est un point important, c'est que finalement, les programmes changent extrêmement rapidement. Et c'est ce qui nous pose la question aujourd'hui de tous ces grands entrepôts qui viennent miter le paysage et qui viennent aussi poser cette question de la nature et de son rapport à la transformation du territoire. Et enfin, le dernier projet, c'était la gare TGV de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et c'était un point extrêmement important. Le territoire de Roissy-Charles de Gaulle est quasiment le territoire de Paris. Et finalement, la gare, il y avait un seul emplacement possible pour pouvoir créer la gare avec l'ensemble des flux. Et c'est la résurgence, en fait, de l'ensemble des flux et des personnes qui arrivent sur l'aéroport, qui transitent par cette gare et qui montrent aussi peut-être une certaine aberration, en fait, d'un système exsangue, même déjà à l'époque de la construction de l'aérogare dans les années 80. Et j'ai fait une analyse finalement aussi de la temporalité de 1840 jusqu'à aujourd'hui de ces 4 bâtiments. Et on s'aperçoit que finalement, si on regarde la Samaritaine, il y a quelques points donnés, voilà, on avance petit à petit, jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où on voit qu'il y a une transformation perpétuelle en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a une accélération en fait de l'obsolescence des usages et de l'obsolescence finalement de la programmation de ces bâtiments, mais aussi cette accélération de la transformation du monde depuis les années 60. Et je suis arrivé du coup sur 2 conclusions importantes qui nous amènent sur la question du vivant, sur ces obsolescences symboliques. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus dans ces grands projets, et la canopée le démontre aussi, c'était peut-être un des derniers aussi grands projets dans Paris. Aujourd'hui, on est dans une autre ère en fait de la construction. L'obsolescence programmatique accélérée, on voit aussi qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour combien de temps on va construire, et même les maîtres d'ouvrage se posent la question de quand ils construisent un bâtiment, est-ce qu'ils doivent être réversibles, parce que même la question des bureaux aujourd'hui, on a vu avec la crise sanitaire, des obsolescences aussi de connexion, en fait, comment on arrive dans les bâtiments, comment on transite, et on voit aussi le télétravail va bouleverser en partie cette condition, et aussi l'obsolescence même spatiale, le besoin d'usage et le besoin d'espace a complètement évolué depuis ces dernières années, depuis les 50 dernières années. Et la conclusion la plus importante de cette thèse, et c'est là où je vais en arriver, c'est que aujourd'hui, le métier d'architecte, on n'est plus sur la construction uniquement de bâtiments. Le métier d'urbaniste, on n'est plus uniquement sur la question de résolution, d'organisation de bâtiments ou d'organisation d'aménagement. Mais on est sur des questions aujourd'hui, je pense, d'échelle intermédiaire. Et c'est les échelles intermédiaires qu'on peut voir en noir ici sur l'axonométrie. Ce que j'avais nommé les hyperprojets entre territoire et urbanisme, les méga-projets entre urbanisme et architecture, et les supports entre architecture et finalement usage et presque design. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle échelle on est. En tous les cas, on peut travailler à ces différentes échelles, mais c'est là où les différents acteurs, on est obligé de travailler avec des acteurs totalement différents autour de la table, que ce soit des praticiens, des élus, différents corps de métier qui viennent nourrir les réflexions, et c'est à travers ces échelles intermédiaires on va pouvoir se rencontrer. J'ai pu le voir quand j'ai travaillé un moment pour l'agence OMA, donc à Rotterdam. On avait fait ce projet pour la gare Pleyel à Saint-Denis, au nord de Paris, où il était question, bien sûr, parce qu'on a travaillé pour un certain nombre d'aménageurs, et la question, c'était la question de la densité, la résolution de la densité sur un site très contraint. Et ce qui est fait exceptionnel, et en tous les cas qui est de plus en plus récent, c'est qu'on ne passe pas déjà à un plan masse, à une organisation des masses bâties, puis après à la résolution de l'architecture, c'est qu'il fallait tout faire en même temps.
Il fallait faire à la fois le design du bâtiment, le design du parc, résoudre la densité, résoudre la convergence des programmes, résoudre toutes les questions presque aussi de gabarit, bien sûr, la résolution par rapport aux acteurs publics, les acteurs privés, et tout ça dans un laps de temps qui était de quelques mois. Et donc c'est aujourd'hui la condition d'exercice d'accélérer même l'organisation et la maturation des projets. Et ça, je pense que c'est aussi une question sur cette question de densité, on pourra en reparler, qui rejoint la question des frontières et limites entre l'architecture, entre le paysage et l'urbanisme. Et aujourd'hui, c'est plus si simple que ça. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'étudier, en tout cas, ces relations et d'explorer ces relations d'échelle finalement, dans cette accélération aussi du temps des études et du temps des réflexions. Troisième notion, enfermement et liberté. L'enfermement par rapport aux animaux, qui est donc l'habitat des animaux, qu'ils soient domestiqués ou sauvages, ont été transformés par ces infrastructures. Et ça, c'est un fait. Les animaux sauvages, par exemple, si on regarde l'Europe, ne peuvent plus traverser les infrastructures que sont les voies ferrées ou les autoroutes. Même en Afrique, finalement, les animaux sont enfermés dans des réserves. Ou en tous les cas, s'ils passent les réserves, souvent ils sont tués parce qu'ils viennent empiéter sur les espaces cultivés. Et ça, c'est dû à notre propre mobilité. Et l'accélération de cette mobilité depuis, comme je vous l'ai dit, depuis les années 60. Et ça, c'est un autre point que j'ai continué à explorer ces dernières années sur ces mobilités qui ont impacté notre environnement. Et la première, finalement, recherche dessus, c'est je me suis posé la question du parallèle entre la conception des parcs zoologiques et l'aménagement, et en tout cas l'urbanisme, dans un article qui était publié en 2017. L'évolution des types de présentation des animaux dans les parcs zoologiques s'est faite en parallèle des modes d'urbanisation et d'intégration de la nature en ville. Autrefois condamnés à tourner dans les cages, les féroces évoluent aujourd'hui dans leur territoire, dans des biotopes reconstitués. Quels sont les dispositifs de nature artificialisés mis en place dans les parcs zoologiques? Quel écho donne-t-il au processus d'urbanisation contemporain? Et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que depuis les collections des rois, ou en tous les cas des aristocrates, jusqu'à aujourd'hui, il y a une évolution. Les ménageries, où finalement on présentait des collections, jusqu'à aujourd'hui, on essaie de recréer une nature totalement artificielle, ou en tous les cas représentée de façon artificielle, mais toujours en lien, en fait, finalement, avec des représentations de la ville. Et un exemple frappant, c'est le parc zoologique d'Anvers, qu'on peut voir ici, qui a été construit quasiment en même temps que la gare, puisqu'il fallait amener, l'idée c'était de présenter des animaux pour le public, et c'était une attraction. Donc l'idée c'était un parc d'attractions où les visiteurs pouvaient arriver avec la gare. Donc on est bien sur l'idée d'une relation entre cette mobilité et finalement la création d'une nature artificialisée pour les urbains en centre-ville, et finalement cette confrontation entre état de nature et un état urbain ou de culture. Et plus récemment, je me suis intéressé aussi à cette image qui est l'usage de chevaux de travail, aujourd'hui dans une époque qui est révolue par rapport, ou en tous les cas qui est anecdotique dans la force de la machine. Et là j'en viens de la machine au vivant. Où là, c'est la ferme du bonheur, donc on est dans un espace qui est derrière, en friche, qui est derrière la défense. Et là, aujourd'hui, c'est cette confrontation, en tous les cas, sur ce grand écart entre hyper-technologie et low-tech. Et on voit des groupes, en tous les cas des groupes de pensée qui, en tout cas, s'opposent, ou en tout cas, sont divergents par rapport à ça, entre cette époque low-tech et cette époque très high-tech. Entre, finalement, animal, ou en tous les cas, biodiversité, et machine. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui sur cette question environnementale, éthique aussi, par rapport à cette industrialisation du territoire, et même ce que j'ai appelé aussi une certaine dissolution du territoire avec le numérique, avec des bouleversements d'organisation qui ne sont plus sur le déplacement des personnes, mais sur le déplacement finalement des données, qui sont extrêmement gourmands en termes d'énergie, mais en organisation du territoire. Et je reviens sur cette image de Kirk Douglas dans Seuls les indomptés, où finalement, c'est cette opposition, on revient
sur l'état de nature et cet état d'industrialisation ou en tous les cas de développement de l'industrie. Et pour cela, j'ai coécrit un livre avec Giulio Zucchini, Qui a tué Félix Plotin. Félix Plotin, c'est un épicier riche, puisque c'était dans les années 20 une des plus grandes fortunes de France. Et à travers cette histoire qui est un peu peut-être anecdotique, en fait, c'est intéressant de tirer le fil conducteur, en fait, d'un passé, parce que on parle de la moitié du 19e siècle, en 1995, c'est 150 ans d'une saga familiale puis après industrielle, où finalement un entrepreneur s'est posé la question de l'organisation de son territoire à travers le commerce. À travers le commerce au départ du sucre, avec l'arrivée d'une consommation de denrées qui n'étaient pas nécessaires aux consommateurs, mais la création d'un besoin. Donc c'est le début d'une société de consommation. Ici, on voit l'un des sièges sociaux de Félix Plotin, donc un bâtiment de Asher. Donc on voit l'ancienne gare Montparnasse au fond. Bâtiment qui a été construit en 18 mois, béton armé. Donc déjà une innovation architecturale, mais surtout c'est qu'il a organisé son territoire à la fois sur Paris, puisque l'ensemble de la production était sur Paris, mais aussi l'organisation de son territoire en France, même à l'étranger, en Tunisie et au Maroc, pour la production de denrées naturelles en fait. Et même jusqu'à l'utilisation du sang des animaux, puisqu'il fallait pour raffiner le sucre, avoir du sang d'animal, et c'est par hasard s'il a placé ses usines à côté des abattoirs de la Villette. Donc c'est aussi intéressant de voir que une personne, à partir de son commerce et de la diversité de son commerce, a organisé un territoire, et jusqu'aux succursales qui étaient dans la moindre ville en France, a finalement organisé, comme peut l'organiser d'autres sociétés aujourd'hui multinationales, le territoire. Et en s'appuyant sur le cheval au début, donc comme unité de force, en tout cas une force animale, au camion avec l'arrivée de la force motrice qui a permis cette accélération. Alors que le cheval, finalement, il a été utilisé jusque finalement au début du XXe siècle, voilà, a disparu, a périclité avec l'arrivée du moteur. Et c'est aussi l'arrivée d'une certaine société de consommation et une société de loisirs, où le cheval a toujours sa place. Et Félix Plotin a périclité justement dans les années 60, où finalement, cette société organisée suivant un certain type d'infrastructure et de support s'est fait rattraper par l'arrivée des grands supermarchés de la manière américaine. Et c'est à ce moment-là aussi qu'arrivent les grandes infrastructures que sont les autoroutes. J'ai participé à l'exposition en 2019 au pavillon de l'Arsenal sur l'histoire des autoroutes urbaines. Et je me disais au début, cette recherche était assez particulière parce que je m'orientais déjà sur la question du vivant et sur la question plutôt de l'autre côté, finalement, du côté des écosystèmes. Et en fait, c'était très intéressant de comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi finalement le territoire a été infrastructuralisé. Et le point de départ de ces grandes autoroutes, elle n'est pas étatique. Elle vient du privé avec des lobbies, des groupes d'industriels, à la fois pour le tourisme et pour l'industrie. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce système où finalement on est dans une société de loisirs et une société industrielle qui est basée sur la production et la vente de biens. Et ça, finalement, les autoroutes ont permis cette accélération. En France, que ce soit le Touring Club de France pour la partie touristique, ou des grands industriels qui ont permis, par exemple, la construction de l'autoroute du Nord pour pouvoir relier Paris aux grandes industries de Lille et d'autres villes. Et on arrive jusqu'à ces monstres qu'a pu appeler Lewis Mumford. Ici, on est dans le sud de Paris, on voit ces autoroutes, cette nappe de logements à grande échelle, où finalement la nature n'a plus sa place. Et ça aussi, finalement, ces grandes infrastructures qui partent de Paris viennent lacérer l'ensemble du monde et traversent l'ensemble des territoires et viennent créer des frontières supplémentaires à l'intérieur de notre territoire. Et ce projet-là de Paul Mémon, pour justement relier différentes nouvelles villes,
aujourd'hui a résonance par rapport à l'organisation même de l'Internet, avec l'ensemble des réseaux, des data centers, finalement aussi de l'ensemble des centres commerciaux et plutôt des espaces de logistique qui viennent se poser comme des relais de poste pour pouvoir assouvir notre besoin d'avoir en un clic, en quelques heures, une denrée chez nous. Et ça, finalement, ça vient de cette idée d'accélération du monde par rapport à la construction de ces autoroutes. Et aujourd'hui, on s'appuie, en tous les cas, sur le territoire par rapport à ça. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres mouvements et aussi des déclassements de ces autoroutes. Et c'est ça aussi un point de basculement, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un moment donné où peut-être certaines de ces grandes infrastructures vont devenir obsolètes. Et il y en a certaines qui deviennent obsolètes. Ça ici, c'est une autoroute, une bretelle d'autoroute qui a été déclassée, qui est à Montreuil, et qui est réutilisée, réemployée par d'autres usagers, qui va peut-être être déconstruite, ou en tous les cas va pouvoir trouver d'autres usages. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a différents mouvements. Il n'y a pas un mouvement uniforme, il y a une hybridité de mouvements entre du tout low-tech ou du tout high-tech, et qui permet aussi d'avoir un certain espoir, en tous les cas, de réfléchir sur notre condition et sur cette modernité qui nous entoure. Et toujours au Saint-Domingue, j'ai travaillé sur 2 projets. Ici, c'est un projet à Mérignac-Soleil, donc dans la banlieue de Bordeaux, où là, la transformation avec aussi l'agence de paysage Michel Desvignes, la transformation de toute une zone commerciale en zone de logement, où finalement c'était une zone qui était quasiment à 98% recouverte de bitume, et on l'a renaturée à hauteur de plus de 60%. La première idée, c'était de renaturer le sol et bien sûr de construire. Et c'est dans l'idée aussi de passer de ces grands centres commerciaux qui, pour certains, deviennent de plus en plus obsolètes. Et c'est l'idée de renaturer aussi les sols et de partir de cette condition-là pour pouvoir construire. Et un deuxième projet, c'était l'accompagnement de la transformation de la vallée de la Chimie à hauteur donc 2030, donc au sud de Lyon. Donc cette vallée de la Chimie qui a vu la transformation, la canalisation du Rhône, l'arrivée de grandes industries pétrochimiques, puisqu'il y a une raffinerie et de grands comptes industriels qui sont liés à cette pétrochimie. Et c'est l'idée là de dépolluer, en tous les cas dès qu'il y a une industrie qui part, de dépolluer les sols par la nature. Donc on a travaillé avec l'agence base paysage, et donc l'idée aussi de cette renaturation des sols quand c'est possible, et de réintégrer aussi le tissu social. Donc c'est cette idée de réfléchir non plus sur l'infrastructure elle-même, mais aussi sur toutes les conséquences sur le territoire. Pour finir, un dernier sujet, sauvage et domestique, qui m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui, entre cette question de l'animal contrôlé par les humains, donc la domestication, et l'animal cohabitant avec les territoires transformés, comme on a pu les voir. Et ça nous pose la question de l'organisation aussi de notre monde aujourd'hui, et savoir ce qu'on veut exactement dans les prochaines années pour pouvoir justement réduire, en tous les cas, l'augmentation des températures, réduire l'ensemble des catastrophes qu'on peut voir. Et ça va passer, bien sûr, par ce respect du sauvage et trouver un équilibre entre ce sauvage et ce domestique. Et le premier animal sur lequel on doit travailler, c'est l'homme, l'être humain. Et cette phrase donc, dans le mythe de la machine de Lewis Mumford est, je pense, extrêmement pertinente aujourd'hui. Le premier animal qui subit la domestication fut l'homme. Et le mot même que nous employons pour désigner le processus révèle son point d'origine. Domus, en effet, signifie demeure. Et dans la domestication, la première étape qui permit toutes celles qui suivirent fut l'établissement d'un foyer fixe accompagné d'un abri durable. Donc finalement, c'est nous, en nous sédentarisant, on revient à cette première notion par rapport à... On était nomades, en tous les cas, on était chasseurs-cueilleurs, on s'est posé, on a domestiqué, on a maîtrisé la nature végétale et animale, et c'est la création d'un foyer, et finalement la création, on peut repartir de la cabanologie, d'une architecture. Et c'est ce foyer fixe qui va déterminer finalement ce rapport entre sauvage et domestique, ou en tous les cas
et ce foyer. Plus récemment, au sein de l'agence de TVK, donc de Pierre-Alain Tréblot et Antoine Vigée-Colère, on a conçu une œuvre qui est exposée à la Biennale de Venise, qui s'intitule La Terre est une architecture. Donc ça, c'est la présentation, donc l'idée de représenter la Terre, à la fois avec ses couches géologiques, ici on le voit moins, mais aussi avec toutes les transformations qu'on a pu faire sur cette Terre, que ce soit les grandes infrastructures de mobilité, les excavations des mines, des différentes mines, la construction des villes, la construction aussi des barrages pour l'énergie. Donc toutes les transformations, les polders, toutes les transformations qu'on a pu faire sur la Terre, qui ne se voient pas depuis la Lune, mais en tous les cas qui se voient et qui ont une conséquence sur notre cadre bâti. Et donc on a écrit un livre sur cette question-là, qui est plutôt un livre qui présente différentes situations sur la Terre, qui mettent justement cette relation entre une architecture et la Terre dans sa géologie. Et j'ai pris un extrait aujourd'hui qui est en relation justement avec le cheval. On a écrit une partie sur la question de la grille et le Mustang. Donc aux États-Unis, on voit ici une photographie de cette grille mise en place sous Thomas Jefferson. Au nord du continent américain, l'instrument de ce nouveau peuplement prend la forme d'un vaste quadrillage projeté sur le sol, inventé au début des années 1780 par Thomas Jefferson, alors que l'Union des États-Unis ne se constitue que de 13 États de la côte Est. La grille est une infrastructure proliférante de lignes qui s'étend vers l'ouest à mesure de la prise de possession des terres amérindiennes. Ici, c'est dire que l'homme s'est affranchi totalement de la géographie. On vient poser un calque qui vient diviser, répartir la terre et les propriétés pour les colons qui sont arrivés sur cette terre, pour l'exploitation de cette terre, sans réfléchir. Même on voit ici un cours d'eau, en s'affranchissant totalement de la géographie, de l'organisation même du territoire et du déplacement des personnes et des animaux. Donc c'est vraiment l'idée d'une conquête, ou en tout cas d'une domestication, presque une domination de la nature par l'homme. Et ça va poser question par rapport aux chevaux, justement. Puisque les chevaux, les Mustangs, importés et élevés par les colons, puis adoptés par les Amérindiens, participent à la conquête de l'Ouest et à l'établissement de la grille. Ils permettent de parcourir les longues distances des grands espaces américains, de tracter les convois, de mener les batailles. Ces chevaux échappés de la grille de Jefferson, qu'ils ont contribué à construire, sont sauvages et domestiques à la fois. Ils illustrent les changements d'état du vivant, son potentiel de métamorphose et ses stratégies d'esquive. Ce qu'on appelle des espèces férales, où finalement, il y en a certains, donc on est parti d'un état finalement domestique, il y en a certains qui sont échappés, ils ont été une force en fait de fabrication et de transformation du territoire. Certains sont à l'état sauvage, d'autres sont restés à l'état domestique, et ça nous fait poser la question de cet état de vivant aujourd'hui, de la machine au vivant, comment ce vivant peut être réintroduit, ou en tous les cas, qu'on puisse y vivre de façon beaucoup plus prégnante, que ce soit dans les villes, mais également dans les zones rurales, où jusqu'à présent, peu d'architectes et puis d'urbanistes se sont posé la question. Et là, je vais en venir à des enseignements que j'ai pu divulguer depuis l'année dernière à l'école, donc ici, où finalement, on a essayé de se confronter à malgré la pandémie, à cette réalité de la nature. Donc c'était le voyage, le workshop qui a eu lieu en Bourgogne avec l'atelier de master l'année dernière, où les étudiants et les étudiantes ont pu se confronter à cette échelle de l'animal, à cette échelle de la nature. Et la première question qu'on a posée, c'était pendant le séminaire aussi de master au premier semestre, où on a posé la question des espèces, des êtres vivants, non pas en analysant, puisqu'on n'est pas des éthologues, on n'est pas des chercheurs au muséum d'histoire naturelle, mais on est bien des architectes et des urbanistes, et c'est plutôt de poser la question des différentes espèces, végétales, animales, vis-à-vis de l'organisation du territoire à l'échelle de la planète, mais à l'échelle aussi de la ville ou même de sa propre maison ou habitat. Et à travers 3 étapes, puisque c'est vraiment l'ensemble du groupe d'étudiantes et d'étudiants de 24, qui étaient 24, de poser cette question déjà par l'exploitation du vivant, puisque finalement aujourd'hui
l'ensemble des êtres, j'ai pas les chiffres en tête, mais la plupart des animaux qui sont sur Terre sont des animaux domestiqués. Ils prennent la plus grande place. Et pour exploiter ces animaux, finalement, on va aussi, par exemple pour l'élevage bovin, exploiter des terres, par exemple en soja en Amérique du Sud, pour nourrir ces animaux et donc du coup aggraver la situation et aussi aggraver les transports. Donc c'est une espèce d'accélération aussi par l'exploitation du vivant. Mais il y a aussi la réflexion du sauvage au domestique, comment on est passé de cette réflexion du sauvage au domestique et l'organisation du territoire en fonction de cette organisation. Et enfin, c'est les collaborations, et c'est ça le plus intéressant, les collaborations avec le vivant, c'est comment aujourd'hui on peut encore construire, on peut réfléchir sur cette collaboration avec le vivant, mais aussi avec les différents finalement corps de métier pour réfléchir sur l'espace bâti et plus naturel, avec peut-être la question aussi du laisser-faire et non pas d'un contrôle continu de l'ensemble des éléments. Et un des groupes d'étudiants avait étudié la cigogne, animal, disons, emblématique de l'Alsace, qui est un animal très intéressant parce qu'il a à la fois une représentation symbolique, avec tout ce qu'on peut voir, ici le collage qui avait été fait par les étudiants, mais qui est bien ancré dans le territoire, qui n'est pas domestiqué, mais on lui fabrique des abris. En même temps, il montre aussi la question de la migration, donc des cycles de vie. Et donc, c'était intéressant de réfléchir sur le territoire de la cigogne, mais aussi du territoire de l'être humain, et comment ces deux espèces peuvent dialoguer à travers l'organisation, en tous les cas, une réflexion sur le territoire. Et finalement, une certaine collaboration. Et puis au deuxième semestre, on est parti avec en Bourgogne, dans le Morvan, avec les étudiants de master pour finalement qu'ils puissent par groupe concevoir une ferme modèle pour l'étude du vivant. Où la question posée, c'était de réfléchir sur les différentes échelles en milieu rural, les échelles de projet à l'échelle du grand territoire. J'aime pas ce mot-là, grand territoire, mais en tous les cas, à l'échelle des différentes communes et des différents hameaux sur le site et des différentes synergies possibles, à l'échelle de finalement du centre équestre qui nous a accueillis, avec les différentes prairies, les différents prés, les différents bois, jusqu'à l'échelle architecturale. Et donc, c'est les différentes compétences possibles sur la réflexion sur le cycle de vie même des animaux, mais des êtres humains. Et donc, savoir s'il y avait une collaboration possible ou une réflexion possible qui amène à se poser sur la question de l'échelle, en fait, du projet. On a vécu pendant 3 jours avec des démonstrations aussi de la relation que peut avoir l'être humain avec un animal, que ce soit en action ou même aussi en réflexion, en tous les cas, en connivence. Et je pense que ce rapport aussi a fait partie du workshop et de la pédagogie, et c'était extrêmement intéressant. C'était une mise en condition pour faire le projet et se rendre compte aussi de l'échelle et de finalement avoir une rencontre avec les usagers. Et je pense que cette question de dialogue, ce dialogue avec la nature, avec les autres êtres, est pour moi prépondérante pour pouvoir faire un projet intéressant. Et un projet qui soit cohérent dans la durée par rapport au cycle. Certains étudiants ont travaillé vraiment à l'échelle du paysage, avec une certaine constellation, finalement avec l'imbrication d'un état sauvage, d'un état de laisser-faire, d'un état plus domestiqué, et de poser la relation entre ce paysage, des architectures, des programmations, dans un cycle à la fois naturel, un cycle pluriannuel, le cycle des saisons. Et ça aussi, c'est important de se repositionner par rapport à cette condition. Finalement, on vit aussi par rapport à la saison. Peut-être qu'on les oublie quand on est dans les grandes villes, mais que c'est extrêmement prégnant et que l'architecture doit intégrer ces éléments par rapport finalement aussi à la durabilité. Mais c'est les questions aussi d'évolution des programmes, comme j'ai pu en parler. Nos étudiants ont travaillé finalement sous la forme de storyboard, où finalement les programmes peuvent évoluer dans le temps et doivent pouvoir être anticipés. Aujourd'hui, encore plus, finalement, c'est la question de savoir est-ce qu'on doit absolument construire ou est-ce qu'on doit réutiliser et quel est le métier d'architecte aujourd'hui. Est-ce que c'est purement la construction ou finalement se poser le juste faire ou en tous les cas
la réorganisation des espaces. Et ça, c'est un point extrêmement important aujourd'hui, c'est comment on va pratiquer le métier d'architecte en construisant moins, mais en tous les cas, en ayant une valeur ajoutée pour réfléchir sur les projets. Un autre groupe a également... Non, c'est le même groupe, pardon. A travaillé donc de la même manière. Donc c'est intéressant de voir deux manières de représenter, où finalement là, l'échelle architecturale, l'échelle humaine et animale se confond avec aussi l'échelle plus du végétal et de l'organisation paysagère. Et ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que je pense il faut éviter les frontières. En tous les cas, les corps de métier aujourd'hui, chacun a une spécialité, une hyper spécialité dans les métiers. À un moment donné, il faut des points de rencontre et que le paysage ne soit pas support de l'architecture ou l'inverse, ou en tous les cas de l'urbanisme. Et je pense que les bons projets aujourd'hui doivent se développer de cette manière-là. Mais également, il ne faut pas oublier l'aspect de la forme des bâtiments. Il faut continuer, puisqu'on est dans aussi peut-être une société de standardisation. J'ai pu vous le montrer avec cette hyper-industrialisation du territoire, l'hyper-industrialisation de l'architecture. Mais il faut garder cette valeur symbolique de l'architecture, cette valeur aussi qui permet à donner un sens à l'organisation de l'architecture, à sa juste valeur, et permettre de redonner quand même aussi confiance dans le développement de notre société, pour pas non plus dire il ne faut plus construire. Je pense qu'on n'est pas non plus là-dedans, alors qu'il y a certains mouvements, voilà, il ne faut pas construire. On est là aussi pour porter aussi des valeurs et porter un certain regard esthétique, ou en tous les cas, je ne sais pas, esthétique ou artistique, on peut en discuter, mais en tous les cas, une valeur ajoutée, et que ce ne soit pas des bâtiments uniquement utilitaires. Je vais finir par une question, c'est la question que je me pose dans tous les cas dans mes recherches aujourd'hui que je vais développer. C'est comment est-il possible de concevoir une organisation du territoire et l'architecture qui la représente, qui puisse créer un écosystème où la biodiversité ait une place dans la société contemporaine. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est comment on va pouvoir redonner cette biodiversité à différentes échelles et comment nous, on puisse être acteurs de cette transformation. On ne va pas être acteur justement de construire, de densifier, mais aussi d'être acteur pour pouvoir accueillir cette biodiversité et cette transformation du territoire de façon positive. Et peut-être une des réponses, c'est que le projet, quel qu'il soit, construit ou non construit, ça soit un impact entre l'humain, l'animal et la machine. On ne va pas revenir non plus à l'attraction animale, même si parce que ça pose aussi des questions de l'usage de l'animal aussi, l'animal en tant qu'objet. La machine, elle existe, elle est de plus en plus prégnante, on peut le voir aussi avec toutes les applications numériques, mais il va falloir trouver un équilibre entre la machine, qui rend des services aussi, l'animal, le végétal et l'humain. Et l'équilibre a été bouleversé par une révolution finalement qui est en marche environnementale, positive, mais juridique et éthique. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui doivent se poser la question par rapport à l'industrialisation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter, sur finalement cet élément qui est en marche, qu'on doit mettre en marche. De toute façon, sinon on n'a plus le choix pour le mettre en marche, mais sans non plus avoir rétro-pédalé, entre guillemets, mais accepter cet état où finalement on est dans un état high-tech, très high-tech. On peut être dans un état aussi low-tech et accepter cette hybridité entre ces différents états. Et bien sûr, l'humain qui doit organiser, mais peut-être aussi laisser faire. Et je vais finir par une citation de Excull, qui est philosophe qui a écrit ce livre « Monde animaux et monde humain », qui est une très belle citation, qui donne envie en fait de continuer à faire des projets. Même si c'est difficile aujourd'hui, en tous les cas, on se pose tous et toutes de grandes questions. Tentons pour finir de regarder de l'extérieur notre propre demeure corporelle et le jardin qui s'y rattache. Nous savons maintenant que le soleil qui luit dans notre ciel, notre jardin rempli de plantes, d'animaux et d'hommes ne sont que les symboles d'une composition naturelle qui englobe tout et ordonne toute chose selon son rang et sa signification. Nous savons qu'à notre mort, ce soleil, ce ciel et cette terre disparaîtront, mais qu'ils continueront à exister sous des formes analogues dans les milieux des générations futures. Les choses ne se disposent pas seulement dans les deux dimensions de l'espace et du temps. Une troisième dimension s'y ajoute, celle des milieux,
dans lesquels les objets se répètent selon des formes nouvelles. En nombre infini, les milieux fournissent, dans cette troisième dimension, le clavier sur lequel la nature joue sa symphonie de signification supratemporelle et extraspatiale. À nous, pendant la vie, de constituer avec notre milieu une touche dans le clavier prodigieux sur lequel glisse, en se jouant, une main invisible. Je vous remercie. Allez-y, Lily. Oui, oui, elle a été reportée parce que à cause du confinement, oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est une recherche que j'ai entamée depuis un certain nombre d'années finalement qui va déboucher un jour sur une habilitation à diriger les recherches, j'espère très bientôt. Euh, et finalement, cette question du vivant, on le voit un peu partout. C'est un peu à toutes, entre guillemets, à toutes les sauces. C'est vrai que vous le dites, c'est dans beaucoup de discours. L'animal aussi arrive beaucoup, en fait, dans les médias. On le voit. Il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, qui sont publiés. Euh, Moi, la question du vivant, c'est pas juste la question du vivant en état de nature, en fait. Mais je pense que c'est en étant vivant nous-mêmes, en fait. Et finalement, moi, j'ai toujours travaillé sur cette question de la mobilité, des infrastructures mobilité, puisque, oui, nous fabriquons en tant qu'architectes des objets statiques, peut-être certains qui sont mobiles, mais principalement statiques, qui sont voués à être transformés, j'ai pu voir avec cette obsolescence. Donc ces objets, ils sont finalement vivants parce qu'on les rend vivants. Et nous, on est dans cette mobilité. Et c'est pour ça que j'ai pris le cheval comme médiateur, finalement, à travers ce discours, où le cheval, lui, il est en mouvement 15 heures par jour. Il est totalement en mouvement, en permanence. Et l'homme s'est appuyé depuis des millénaires sur le cheval, parce qu'il est en mouvement, il a besoin de la force de l'animal, il a besoin de se déplacer avec cet animal pour aller plus vite et accélérer, et c'est lui le transmetteur entre la nature. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a remplacé par la machine depuis le 19e pour cette accélération. Et c'est dans ce sens que j'entame le mot vivant. On n'est pas juste sur le vivant, la biodiversité et tous les discours qui peuvent voilà. Mais je trouve que c'est dans cette idée de temporalité aussi et de mouvement. C'est pour ça que et le changement par rapport peut-être à la conférence que j'aurais pu faire il y a presque un an, c'est d'amener ces couples en fait de mots où finalement on est sur cette soit l'enfermement, les frontières, les limites qu'on peut se donner et ce mouvement et cette possible liberté entre sauvage et domestique, en fait. Voilà. Oui. Ah bah super. Bravo. Je partage en gros ce que vous avez dit par rapport à une perspective, mais en même temps, chez moi, le réalisme s'impose. Parce que, tout simplement, c'est pour vous dire que tout en vous suivant, je souhaitais constater les réalités que j'observais depuis un certain nombre de temps. Et sur tous les continents, je veux dire, de la planète. C'est-à-dire que l'urbanisation que vous avez évoquée, avec tous les travers, eh bien, relève d'un mimétisme
générale que vous voyez sur tous les continents. Alors maintenant, je ne vais pas faire un exposé, citer un certain nombre de grandes villes. Je m'en tiendrai tout simplement à ce monument de Dubaï avec les capes qui s'en va avec. Ça veut dire que l'urbanisation, elle est spatiale, mais elle est aussi étagée. Et verticale, oui. Ouais. Je ne vois pas que concrètement comment les choses peuvent évoluer, parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé par les organisations internationales. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de bon, et en même temps, quand je viens de dire ça, je pense à tous les débats qu'il y a eu à propos des GAFAM à l'échelle européenne et ou ailleurs. On voit que ces acteurs économiques imposent leur volonté tout simplement à l'ensemble. Et vous avez fait une allusion à l'espace. Vous savez bien que l'espace est devenu un domaine privé. Le domaine public n'est plus là pour contrôler ce qui se passe là où il y avait toutes les infrastructures qui en découlent sur le plan urbanistique sur la Terre. Je m'arrête là parce que votre sujet est pertinent, pour ne pas dire impertinent. Et j'aimerais voir comment vous pourriez évoluer sur le plan concret, ne serait-ce qu'avec un dialogue à minima. Merci aussi pour votre question. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai pas parlé parce que je travaille aussi sur le côté obscur, hein, sur si je peux m'exprimer ainsi, sur la question des GAFAM. Et j'ai écrit récemment un article justement sur tous ces grands entrepôts qui viennent comme des relais de poste à une autre époque, organiser le territoire. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On avait parlé la semaine dernière avec les étudiants de Sciences Po. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est comme un back-office en fait de la ville, mais finalement de tout le territoire, qui vient organiser et qui vient miter le territoire. Et ça, c'est quelque chose finalement, même si ils ne sont pas propriétaires de l'ensemble bien sûr du territoire, des zones, c'est que tous ces grands entrepôts, que ce soit data center, entrepôts de logistique, qui remplacent petit à petit les centres commerciaux, qui sont de plus en plus grands, on est sur des dizaines et des vingtaines d'hectares par entrepôt, viennent organiser à l'échelle de la planète. Oui, les territoires. Bon, après, c'est un peu, on est quand même sur des organisations très très différentes, mais en tous les cas, moi j'avais concentré sur la question de la France, c'est ils viennent se positionner sur le terrain les moins chers, mais qui soient aussi répartis de façon les plus logiques pour la distribution. Et ça, c'est vrai qu'il faut pas du tout il faut vraiment le regarder. Mais bon, ce soir, j'ai essayé de regarder plutôt un côté positif, parce qu'il faut rester positif, je pense, un certain nombre de petites actions. On ne peut pas être non plus dans la grande action, mais que l'architecte aussi n'est pas forcément un grand constructeur, mais peut par de petites actions, de différentes manières, je ne vais pas les citer ici, mais il y a différentes manières de créer le métier d'architecte. Et je le vois de plus en plus à travers les 10 dernières années. On construit de moins en moins, mais on porte des projets, en tous les cas, pour aussi dédensifier. Je vous en ai montré quelques exemples, voilà, qui sont porteurs aussi de, voilà. Quand je vois le centre commercial de Mérignac-Soleil qui était à 98% complètement bitumé, il va être, donc on a enlevé le bitume sur 50-60% du site, voilà. Et ça, c'est une petite pierre. Et après, qui peut aussi faire boule de neige. Donc, on va pas être dans un optimisme grandissant, parce qu'à côté, il y a des milliers de mètres carrés, de kilomètres carrés qui se construisent. Donc ça, c'est clair. Voilà. Mais il faut essayer de faire à la mesure de chacun des efforts, en fait. Voilà. C'est mon sentiment pour une qui est extraordinaire. C'est plus d'accélération dans l'accélération. C'est une courbe exponentielle. Oui. Technico-créative, l'architecte est totalement suffisante. Comment? La question comment? Est-ce que c'est technique?
Ou est-ce que c'est... Bah, merci aussi pour ta question. Je pense que c'est on participe finalement à notre échelle avec nos compétences à une transformation. Quand à un moment donné on crée un espace public, finalement ça va créer un espace soit de liberté ou soit de répression. Voilà. Donc ça aussi, on participe quelque part par le dessin à créer des espaces, que ce soit public ou privé. Je vais peut-être citer la place de la République, par exemple. La transformation de la place de la République, elle a un double effet. À la fois, elle est utilisée en permanence, de jour et de nuit, par des usagers qui viennent faire un cours de tango ou une petite manifestation. Voilà, donc c'est un espace de liberté, mais c'est un espace aussi pour contrôler, parce que c'est un espace qui permet de contrôler une manifestation avec une NAS. Donc c'est à double tranchant en fait l'organisation de l'architecture. Mais je pense que ça participe finalement à l'incarnation de notre espace de vie. Mais c'est aussi de dire qu'à un moment donné, on va pas construire un endroit où on va décider que pour un politique, on va dire non, c'est pas cet endroit-là qu'il faut construire, il faut construire moins ou différemment ou construire avec des matériaux ou en tout cas des choix architecturaux qui permettent d'être plus intègres. Ben, on participe finalement à cette discussion. Même si on va pas influer directement, par exemple si tu parlais du commerce des armes, voilà. Après on peut choisir ou en tout cas refuser de travailler pour certains maîtres d'ouvrage. Et ça c'est déjà un point important de refuser certains projets. Et c'est le premier peut-être acte qu'on peut faire en tant qu'architecte. Comment tu te positionnes alors dans ton travail, ce que tu as fait, quand à la fois tu montres par exemple l'art, et puis après tu parles d'obsolescence, et comment finalement tu te positionnes par rapport à cette phrase de Jacques Cousteau, en parlant de classe, peut-être que c'était le pompier pyromane, peut-être que je vais savoir un petit peu comment tu vois ça, vraiment sur l'infrastructure type réel, et à la fois finalement prenant l'obsolescence de l'infrastructure et comment ça marche ensemble. Bah, c'est une question de temps. Merci Claire pour ta question, et qui est légitime parce que moi aussi je me suis posé toutes ces questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Halles c'était il y a 14 ans. Donc 14 ans, c'était pas les mêmes questions qu'on se posait aujourd'hui. Et ça, on commençait bien sûr à se poser ces questions-là, mais là, il faut aussi parler de milieu et de site en fait. C'est-à-dire que aux Halles, on est aux Halles avec un système extrêmement dense qui ne fonctionnait plus, et on avait une réponse à une question. On a répondu en faisant un monument dans Paris. Et on était le seul groupement, finalement, Patrick Berger, Jacques Ozzotti, qui ont répondu en faisant un monument, en tous les cas, voilà, et pas un ensemble de bâtiments, donc un autre type de bâtiment. Et on a beaucoup réfléchi sur la matière, justement. À l'époque, on a pas, bon, les matériaux, c'est du métal et du verre. À l'époque, ça se posait pas la question forcément de faire une canopée en bois. On n'était pas dans, mais de minimiser, de choisir le minimum de matériaux et les matériaux les plus durables dans la temporalité. On s'était posé la question de faire en toile, en plastique, en différents carbone, il y avait différents matériaux, et on s'est focalisé sur cette question-là. Mais après, moi, ça m'a permis d'avoir aussi une certaine hauteur de vue avec le doctorat et de me détacher peut-être de ça et de réfléchir sur ces infrastructures, non plus à les constructions, mais en réfléchissant de savoir quel était leur impact sur le territoire. Et finalement, à l'agence Soma, bon, moi j'ai travaillé là, c'est les projets que je vous ai présentés, c'était pas le partenaire, c'était pas Rem Koolhaas, mais c'était Rainer de Graaf, mais qui travaille depuis depuis des années également au sein de l'agence. Et oui, peut-être que c'est un pompier pyromane, mais en même temps, on s'est posé aussi des vraies questions sur ces projets-là, en tous les cas, en adéquation à l'échelle urbaine, peut-être moins à l'échelle architecturale, mais à l'échelle urbaine, sur des questions d'époque, avec cette renaturation et cette question du sol, en fait. Et ça, je pense, c'est important, c'est qu'on ne s'est pas attaché à l'infrastructure elle-même, mais ce qui se passe autour, en fait. Donc voilà, donc c'est un peu cette évolution. Vas-y. Réflexion, question, en fait, parce que tout ce beau voyage, en fait,
pose aussi le sujet de la conscience individuelle et de la conscience collective, en fait, de toutes les choses nécessaires. On voit bien que les temporalités ne sont pas les mêmes. Ouais. Celle pour l'individu architecte est encore un autre intermédiaire. Et alors, moi, je suis vraiment tout à fait convaincu, d'accord, que les travaux et le travail que peut faire un architecte sur ces évolutions est important, mais avant de convaincre toute une sphère supérieure, plus collective, en fait, plus politique, plus administrative, du bien fondé de tout ça, est-ce qu'une des réponses n'est pas justement que les métiers d'architecture envahissent aussi tous ces environnements? Oui, bah, je pense que c'est une très bonne réflexion-question. C'est vrai que finalement, à travers les études, puis à travers nos pratiques, on a une vision qui est quand même très synthétique, en tous les cas, qui traverse les champs en fait disciplinaires et qui traverse les questionnements. Et c'est vrai que nous, on a un apport dans ce métier pour aiguiller, en tous les cas, ou proposer des solutions qui sont pas forcément architecturales. Moi, je le vois avec les maîtres d'ouvrage, de plus en plus, ils demandent une espèce de vision globale au-delà de l'architecture. La résolution architecturale ne les intéresse presque plus, en fait, ou pas complètement. Mais il faut leur faire un projet clé en main ou qui doit résoudre la question dans 5 ans, qu'est-ce que va devenir le bâtiment, l'exploitation, les matériaux. Il faut que ça plaise aussi entre guillemets aux élus, etc. Donc là, je parle pour peut-être des clients privés. Et finalement, on doit nous résoudre une espèce d'équation à je sais pas combien d'entrées et c'est très compliqué de les résoudre. Et c'est vrai que si les architectes ou en tous les cas les jeunes diplômés peuvent intégrer aussi d'autres fonctions, les fonctions de maître d'ouvrage ou de directeur soit des sociétés économiques ou même dans les mairies, dans les municipalités ou dans tous les organes d'État, je pense que c'est important, ça existe déjà. Et en tous les cas, ça permet un dialogue, en fait, et de faire avancer les choses. Parce que j'avais toujours appris, pour faire un beau projet, quel qu'il soit, il faut un bon maître d'ouvrage, un bon constructeur et un bon architecte-ingénieur. Parce que sinon, ça ne sera pas un bon projet. Donc c'est aussi mettre tout le monde autour de la table, en fait. Et la question aussi de la construction, de la personne qui va réaliser physiquement le projet, c'est aussi, on n'a pas parlé ce soir, mais c'est une vraie question aussi, en fait. Et ça, c'est très important, parce que c'est les savoir-faire qui sont derrière. Et c'est l'association des savoir-faire qui est, à mon avis, aussi la résolution. Et je vois aussi dans les zones jasantes qui construisent peut-être des plus petits projets, même qui ont des raisonnements sur le territoire, mais sur les petits projets, ont cette question du savoir-faire et de bien faire les choses. Et je trouve que ça, on le voit depuis quelques années, je pense que c'est vraiment très intéressant. Oui. Mm. Oui. Oui. Mm. Oui. C'est pas seulement avec cette petite action actuelle, il va falloir maintenant embrayer. la chaîne de production Complètement. C'est un énorme travail. Parce qu'on voit encore des concours qui viennent grignoter sur des terres arables et des terres qui ne sont pas forcément constructibles. Et même, je dirais même reculer, parce qu'on voit avec toutes les inondations, on a pu le voir encore récemment là, dans les pays du Nord, il y a toute l'urbanisation à outrance je parlais du Rhône avec la canalisation des fleuves et des rivières. Il va falloir revenir là-dessus, parce que on va arriver dans des systèmes de catastrophes de plus en plus prégnants. Et on va pas pouvoir rester dans cette situation-là. Donc c'est même un recul à certains endroits en tous les cas. Et c'est clair que c'est quelque chose de collectif et c'est pas que les architectes, parce qu'on va toujours taper sur l'architecte, mais c'est bien sûr une question d'abord de collectivité. Et c'est à toutes les échelles. Non. Et surtout là je parlais des grands entrepôts.
qui sont en développement, on peut le voir hein, quand on passe en voiture, en train, tous les grands entrepôts qui se développent et qui sont de plus en plus grands. Je ne l'ai pas montré là, mais j'ai fait une carte d'une zone industrielle d'activité qui est entre Lyon, euh, j'ai oublié, qui est au sud-est de Lyon, euh, qui a été créée dans les années 80 et depuis moins de 10 ans, en fait, elle a triplé de surface. Et surtout, c'est les entrepôts qui ont explosé en termes de taille. C'est des dizaines d'hectares chaque entrepôt, en fait. Et ça, c'est un exemple. Mais il y en a des dizaines et des dizaines, en fait, d'exemples. Et même des centaines. Et ça, je parle du cas de la France, mais c'est l'ensemble du monde, en fait. Parce qu'on a on a besoin de cette immédiateté. Sauf que l'immédiateté, c'est surtout les entrepôts, bon, les data centers, bien sûr, mais les entrepôts, en fait. C'est-à-dire que si on veut, je sais pas, telle chaise, on veut l'avoir le lendemain, eh ben, faut que chaque entreprise ait toutes les chaises disponibles, en fait. Donc, c'est pire qu'avant dans les magasins, en fait. C'est-à-dire que le magasin est remplacé par ces grands entrepôts. Et ça, c'est pour tous les denrées, en fait. Et c'est la même chose pour les data centers. Il y en a de plus en plus parce on accumule de plus en plus de données. Et ça, c'est des infrastructures ponctuelles, en fait. Bon, il y a tout le maillage, après, il y a tout le câblage, mais donc c'est un grand changement aussi. On les voit moins. C'est des objets qui disparaissent. Oui. Ouais. Moi, je le vois déjà, c'est que tu as beaucoup de maîtres d'ouvrage qui demandent des missions, en fait, avant même de calculer, après, bon, qui seront réimpactés sur comment dire, les honoraires ou pourcentages des coûts de travaux. Et moi, je le vois de plus en plus, en fait. Tu fais des missions préalables, et voilà, bon, c'est sûr que c'est pas les honoraires de la construction. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même un gros souci, je dirais une complexité aujourd'hui dans le métier d'architecte en France. Il y a le modèle anglo-saxon qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a le maître, il y a l'architecte de design et l'architecte de la construction. Et de plus en plus de maîtres d'ouvrage privés, le public c'est pas encore le cas, mais privés ne veulent pas le même architecte pour la partie créative et la partie construction. Donc ça, c'est déjà un vrai problème parce que tu as plus de la moitié des honoraires qui partent, en fait, où tu peux pas les maîtriser. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Déjà, tu réduis ton honoraire. Donc faut se poser la question où se positionner. Soit, bon, il y a des agences qui ont créé leur propre entreprise pour gérer la maîtrise d'œuvre d'exécution. Mais ça, c'est finalement à l'anglo-saxonne. Et les grandes agences anglo-saxonnes, elles sont payées sous forme de prestations. Moi, je l'ai vu aussi chez Oma, en fait. Avant même de concevoir le projet, c'est des missions de prestation, avant de calculer. Parce que cette question des honoraires sur les travaux, c'est français. Il y a d'autres pays qui le pratiquent. Mais il y a plein d'autres pays qui fonctionnent totalement différemment, en fait, en termes d'honoraires. Où c'est des prestations, comme un avocat ou d'autres métiers vont avoir des honoraires sur des prestations en fait intellectuelles et non pas calculées en fonction du prix du bâtiment. Voilà. Mais ça c'est compliqué, c'est aussi l'organisation même du métier qui doit évoluer en France. Je parle du cas français. J'ai peut-être pas compris. Non. Au niveau de la société, j'ai pas saisi. Si tu peux reformuler de la place de l'architecte.
Ouais. On a assez d'imagination. Ouais. Sur la question de l'économie. Donc, c'est en fait, c'est l'agroéconomie. Comment on fait un système économique qui permet la créativité des artistes de l'espace, enfin, les artistes créatifs de l'espace. Parce que le libéralisme ne permettra pas de faire Non. des frémies incroyables dans cette pays. Mais je pense que c'est sur la question de l'organisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des places dans différents types d'organisations ou d'associations pour organiser les choses. On a une capacité à organiser les projets, à projeter justement. Si on revient sur la première question dans passé, présent, futur, de projeter. Donc, on peut trouver un moyen de faire du projet sans forcément de le réaliser, en tout cas d'emmener vers quelque chose. Et je pense qu'en tant qu'architecte, on a cette possibilité de création en fait. Donc c'est peut-être vers cette voie-là qu'il faut aller. J'ai peut-être répondu trop techniquement, mais par rapport au métier d'architecte, mais et sur la question si peut-être des matériaux aussi, je veux dire, à chaque fois, on peut pas sur un projet, on peut pas arriver à tout gagner. Mais si on arrive déjà à gagner sur un point, c'est déjà énorme par rapport même à des maîtres d'ouvrage privés. Aujourd'hui, la commande elle est pas principalement, mais majoritairement quand même privée. Il faut arriver à développer des éléments à gagner sur quelques points, en fait. On peut pas gagner sur tout, mais à gagner sur quelques points. Et ça, c'est, je pense, déjà très important. C'est-à-dire, dans tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, on a toujours essayé d'arriver à développer des éléments. J'ai pas parlé d'un projet, mais qui est un projet maintenant ancien, sur la maternité de Port-Royal, à l'hôpital Cochin. On a pris le parti avec le thermicien de faire un bâtiment non climatisé. Et ça, c'était il y a plus de 15 ans, en fait. À l'époque, mais tout le monde nous rigolait au nez. Il disait, mais c'est pas possible de faire ça. Un hôpital, c'est climatisé, l'ensemble de l'hôpital est climatisé. On a climatisé uniquement, bien sûr, le bloc opératoire, parce que c'est un traitement d'air particulier, et quelques chambres pour des patients très faibles. L'ensemble du bâtiment, on l'a conçu thermiquement pour qu'il soit résilient, avec une inertie, et on n'a eu que des bons retours. Et à un moment donné, parce qu'il y a une personne à la PHP, Hôpitaux de Paris, qui a pris la décision, ok, on va là-dedans. Mais on avait du barrage de tous les sens. Donc ça, c'était un petit point. Il y a d'autres points qui sont peut-être moins bien dans le bâtiment, mais on s'est bâti sur ça parce qu'on savait que c'était quelque chose qui était à anticiper. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut conseiller à tous les architectes de faire ça, en fait, de prendre un point du bâtiment et essayer de le développer. Si on arrive à tout gérer, oui, c'est parfait. Voilà. On peut parler de la construction de bois. Moi, c'est complexe aussi. Quand on voit des déboires de certains bâtiments où finalement le bois, on est à 20%, il y a du métal et du béton dans tous les sens, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut avoir une conviction sur un sujet. Je pense que c'est déjà énorme, en fait, par rapport à la question de développement durable. Pour faire un modèle crédible. Exactement, ouais. Et innovant. Et alerté, oui, tout à fait. Tout à fait. Et je sais que la PHP, du coup, sur d'autres bâtiments, ont minimisé, du coup, maintenant, la climatisation des bâtiments. Donc ça a donné un modèle, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci.